Au risque de peut-être nous faire partir dans un autre sens que les deux autres interventions. Et puis, d'emblée, ça a été dit, je suis sociologue et en plus un tout petit peu bourdieusien, donc ça risque d'être très intéressant, je pense. Et puis, moi, je ne proposerai pas du tout d'intervention sur le cancel culture, même si je ne partage pas forcément l'avis de Pascal, mais on verra ça dans le débat peut-être. Moi, plutôt, je vais vous parler de cul, enfin, pas littéralement, hein, mais je vais parler un tout petit peu de sexualité, ça met un peu de peps à la fin de la journée. Voilà. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je suis là. Non, je vais plutôt aborder la question des stéréotypes par le biais du rôle qu'ils peuvent jouer pour les minorités sexuelles. Comme le disait Eric Massé ce matin, les stéréotypes sont étroitement liés à l'action, puisque les personnes doivent, par exemple, décider de faire avec les stéréotypes ou pour lutter contre eux, par exemple. Il y a et d'autres types d'actions qu'on peut avoir. Les stéréotypes façonnent la perception publique des personnes issues de groupes qui les caricaturent, mais peuvent aussi faire partie de manière directe ou indirecte des divers éléments, les symboles, les rituels, par exemple, que les personnes utilisent pour se comprendre eux-mêmes lorsqu'ils font partie de ces groupes. Les stéréotypes deviennent alors des objets de lutte pour notamment les faire évoluer dans un sens plus ou moins positif, par exemple. Moi, j'aimerais bien commencer par aborder quelques questions avec vous. Donc, comment les personnes homosexuelles, bisexuelles, queer, par exemple, des personnes qui ne rentrent pas dans la norme hétérosexuelle binaire, construisent-elles un sens de soi dans un contexte national qui continue de stigmatiser les minorités sexuelles? Donc, quel rôle jouent les stéréotypes concrètement? Je pense que c'est une question importante à se poser en ce qui concerne les sexualités marginalisées, puisque on est aussi face à quelque chose qui a beaucoup évolué avec le temps. L'homosexualité est passée dans un temps assez rapide de maladie mentale, de perversion pénalement répréhensible, à un comportement, mais aussi potentiellement à une identité qui est plutôt reconnue et plus ou moins protégée juridiquement. Mais en même temps, il faut se poser la question des catégories qu'on utilise pour assigner ces personnes à une position identifiable en fonction de leur sexualité. Et en particulier, quelles sont les connotations qui peuvent charrier les catégories sexuelles, les catégories comme homosexuel, hétérosexuel, etc. Et quels impacts ces connotations peuvent avoir sur les gens pour se comprendre. Je vais me reposer en partie sur mes propres recherches, mais aussi surtout sur la littérature secondaire. Et pour ce faire, je vais commencer avec l'illustration de l'exemple d'une personne que j'ai interviewée dans le cadre d'une étude qui s'intéressait à l'expérience des personnes françaises qui se disaient homosexuelles, bisexuelles, qui avaient quitté la France pour s'installer aux États-Unis. Et inversement, je m'intéressais aussi aux personnes homosexuelles, bisexuelles qui avaient quitté les États-Unis pour s'installer en France. En gros, qui avaient eu cette expérience de migration. Et donc, j'ai comparé leurs expériences pour essayer de comprendre un petit peu quel était le rapport entre le contexte et l'identité ou la façon de se comprendre de ces personnes-là qui avaient cette double expérience culturelle. Alors, dans le cadre de cette étude-là, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Marie, que j'ai interviewée en 2009. Alors, Marie est une femme française, blanche, de classe moyenne, qui a fait des études de droit à Aix-en-Provence, mais a quitté la France pour s'installer dans le Colorado et ensuite en Californie. Alors, malgré des attirances pour des femmes qu'elle commence à ressentir pendant ses études à Aix-en-Provence, elle n'aura pas ses premières expériences homosexuelles avant de partir aux États-Unis. Alors, quand elle part dans l'Ouest américain, elle est loin de ses proches, elle est dans un contexte peu familier et elle se sent libérée des jugements de ses proches et elle ne connaît pas encore les codes et les attentes sociales de son nouveau milieu culturel aux États-Unis. Elle commence aussi à fréquenter des lieux de sociabilité gay à Denver et à travailler pour un organisme de lobbying juridique qui défend les causes progressistes. En même temps, elle s'autorise aussi à enfin explorer ses désirs pour des femmes. Moi, j'ai rencontré Marie 10 ans après son installation aux États-Unis. Et lorsque nous abordons son cheminement sexuel, son témoignage laisse apparaître un lien entre son expérience migratoire et son sentiment d'appartenance à des catégories sociosexuelles et en l'occurrence à la catégorie homosexuelle.
Donc, elle a construit, dans son discours que je vais vous dévoiler, elle construit un lien très clair entre la culture des pays de sa migration et sa subjectivité homosexuelle. Donc, par exemple, elle m'explique qu'elle se dit beaucoup plus facilement lesbienne en anglais que donc la catégorie d'identification États-Unis, mais pour elle, elle se refuse de se dire lesbienne en français, puisque pour elle, le mot français charrie une connotation stigmatisante et qu'elle refuse de se l'attribuer. Alors, au-delà de la langue, Marie regarde avec beaucoup de mépris l'image sociale, c'est-à-dire les représentations publiques et médiatiques des lesbiennes françaises de son adolescence qu'elle juge négativement. Donc, elle me cite Josiane Balasco dans le rôle d'une lesbienne plutôt butch, c'est-à-dire avec une présentation de genre masculine, dans le film Gazon maudit, qui a été réalisé par Josiane Balasco en 1995, et où l'actrice donc joue en fait en accentuant les clichés de la lesbienne masculine pour faire rire. Et pour Marie, pour elle ne s'identifie pas du tout à cette image. Et elle ne se reconnaît pas non plus dans les rares françaises célèbres ayant publiquement déclaré leur homosexualité. Et à l'époque, il s'agissait essentiellement d'Amélie Mauresmo, par exemple. Alors, elle a aussi également l'impression que les lesbiennes aux États-Unis subissent moins de stigmatisation. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'appréciation de la stigmatisation dans un contexte qu'on ne connaît pas, mais je ne m'attarderai pas là-dessus aujourd'hui. En somme, elle est convaincue que, contrairement aux Françaises, les États-Uniennes assument publiquement une étiquette ouvertement homosexuelle, notamment au travail. Et donc, elle a construit sa subjectivité homosexuelle par le biais d'un rejet explicite des éléments du script culturel de sa jeunesse en France. Donc, en gros, les stéréotypes français de l'homosexualité, elle les rejetait et pour elle, elle ne pouvait pas se dire lesbienne tant qu'elle n'avait pas accès à d'autres représentations qui, pour elle, étaient plus appropriées. Et pour Marie, ce processus en miroir génère chez elle une impression justement de conflit entre son sentiment d'appartenance nationale et sexuelle. Je vous cite, donc elle me dit « Ça m'embête parce que j'ai fait mon coming out ici, aux États-Unis, et c'est comme si cette partie de moi est née en Amérique. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est presque comme si la partie américaine de moi est gay. Sinon, je ne me sens absolument pas américaine. Vous savez, dans un an, je peux demander la nationalité américaine et je me dis non, surtout pas. Je ne veux vraiment pas être une citoyenne américaine. Je ne me sens pas américaine pour dessous. Je me sens vraiment française. Mais quand j'y pense, je ne sais pas comment réconcilier ça avec ma sexualité. » Donc, dans l'expérience de Marie, on comprend que la distance physique et culturelle entre son pays de départ, la France, et le pays d'arrivée, les États-Unis, lui donne un regard distancié à la fois sur les stéréotypes et les représentations des deux côtés de l'Atlantique, et qu'elle attribue donc des valeurs plus ou moins positives ou négatives à ces représentations. Et tout cela a un réel impact sur sa façon de se comprendre, mais aussi sur sa façon de pouvoir se dire française ou américaine, lesbienne ou lesbienne. Donc, à l'aune de l'expérience de Marie, on peut se demander comment se passent les choses pour les gens qui n'ont pas d'expérience migratoire et qui n'ont pas nécessairement cette distance avec les représentations de leur milieu culturel. Alors, en plus, en étant une femme blanche à fort capital économique et culturel, Marie est dans une position très spécifique, mais qui ne l'empêche pas de se sentir tiraillée entre les représentations de la sexualité et de la nationalité qui, pour elle, lui semble incompatible. On peut se poser donc la question aussi de l'intersection des personnes à l'intersection des dominations de race et de classe, par exemple, entre d'autres, qui peuvent aussi se retrouver assignées à des attentes stéréotypées qui peuvent être totalement contradictoires et qui peuvent structurer des injonctions sexuelles incompatibles. Pour réfléchir à tout ça, je m'appuie surtout sur le dispositif proposé par Martina Avanza et Gilles Laferté, qui est une proposition d'éclater la notion d'identité, qui peut être très floue, pour l'analyser à 3 niveaux. Et les stéréotypes peuvent participer à chaque fois à ces niveaux. Donc, le premier niveau, c'est le niveau de l'identification, ce qu'ils appellent l'identification, et qui est en fait la façon dont l'État ou les organismes ou les associations assignent des gens à des cases en fonction de certaines caractéristiques. Et là, on a l'exemple de l'État, les institutions qui ont construit les catégories d'homosexuels, de lesbiennes ou de bisexuels. On peut imaginer, en fait, à une certaine époque, il n'y a pas très lointaine, au milieu du XXe siècle, où c'était la non-conformité au code de genre et non pas le comportement sexuel
à proprement parler, qui faisait qu'on classait des gens ou qu'on les poursuivait justement pour certains délits. Alors évidemment, ça change avec l'époque et la population visée aussi. On peut aussi se poser la question de voir comment l'État scrute les demandeurs d'asile qui font la demande d'asile en fonction de leur homosexualité, et l'État ou ses agents demandent à ces demandeurs d'asile de montrer qu'ils sont conformes à l'idéal type de ce que c'est que l'homosexuel. Donc ça, c'est une assignation, ce qu'on peut appeler le processus d'identification par l'État ou par les organismes. Ensuite, on peut aller au niveau des représentations sociales, donc par exemple dans les films, à la télévision, dans les réseaux sociaux. Et ici, les stéréotypes, là on l'a déjà vu tout au long de la journée, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a énormément de stéréotypes qui sont dans les représentations sociales, donc l'image sociale, par exemple certains métiers, les coiffeurs pour les hommes homosexuels, ou le comportement genré. Mais on a aussi des représentations de classe et de race. On voit essentiellement, on nous montre avoir des hommes blancs de classe moyenne ou supérieure qui travaillent dans des milieux artistiques, par exemple. Et ce serait l'idéal type de l'homme homosexuel. Et dans le cas de Marie, on a vu qu'il y a aussi un aspect national, que pour elle, il y a aussi la lesbienne américaine qui n'a rien à voir avec la lesbienne française. Donc, comment peut-on se dire appartenir à une catégorie qui est censée correspondre à un groupe? Alors, on peut s'identifier tout en rejetant les stéréotypes associés à ce groupe, mais on peut aussi lutter pour changer ces stéréotypes, et tout cela aura un impact sur la catégorie sexuelle elle-même. Je vais avancer parce que je vois que j'ai prévu beaucoup plus de choses à dire que de temps qui ne me reste. Il est important je pense qu'il est important de comprendre que, et ce que nous avons vu à travers l'exemple de Marie, que les stéréotypes peuvent avoir une utilité sociale pour se comprendre. Alors, un des objectifs de l'investissement des catégories sexuelles comme gays et lesbiennes par les mouvements sociaux luttant pour la reconnaissance juridique et sociale des minorités sexuelles, surtout depuis le milieu du XXe siècle, a été d'organiser une résistance avec des gens plus ou moins éloignés socialement les uns des autres. Alors, comme d'autres mouvements sociaux de l'époque, notamment le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, il s'agissait aussi de remplacer les connotations stigmatisantes, pour les resignifier. Donc, aux États-Unis, le militant homosexuel James Camley, qui s'inspire du slogan « Black is beautiful » de Stokely Carmichael, a popularisé la phrase « Gay is good ». Donc, il s'agissait de la création d'une identité collective positive, et cette connotation positive est particulièrement importante, je dirais, pour les minorités sexuelles et de genre, car contrairement à la race ou l'ethnie ou à la religion, la grande majorité des homosexuels ou des personnes trans ou des personnes non-binaires ne partagent pas ce statut avec les membres de leur famille. Ils et elles doivent donc regarder au-delà de leur milieu de naissance ou de leur quartier, par exemple, pour trouver une solidarité avec des gens comme eux. C'est pour cette raison-là que la recherche de repères par le biais des catégories, par le biais des représentations, peut être une étape importante pour les personnes concernées. Et c'est aussi pour cela que les stéréotypes peuvent être importants, parce que ça donne une visibilité, même négative, à quelque chose. Parfois, on voudrait dire que cette chose n'existe pas. Alors, ces catégories sont instables, changent avec le temps et reflètent surtout le pouvoir social des gens qui ont participé à les créer. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais la catégorie gay, par exemple, ne reflète pas juste une catégorie neutre, elle reflète les priorités militantes des organismes de lutte contre l'homophobie et qui étaient dominés par les hommes blancs de classe moyenne et qui ont imposé leur idée de ce que c'était que de l'homosexualité, alors qu'en même temps, il y avait plein d'autres façons de se dire homosexuel ou de ne pas le dire. Et pourtant, aujourd'hui, on a hérité de ce terme-là à travers des processus de lutte sociale. Et si on veut aller plus loin dans les réflexions, il faut essayer de comprendre tout ça à travers d'autres formes de marginalisation sociale. Donc, les catégories sexuelles contemporaines sont en interaction avec d'autres caractéristiques de marginalisation, comme race, classe, genre et d'origine nationale, qui font que celles et ceux qui sont à l'intersection de plusieurs formes de domination ne voient pas forcément les catégories gays et lesbiennes de la même manière et donc n'ont pas le même rapport aux stéréotypes.
Je vois que je suis à 15 minutes, donc j'avais d'autres choses à vous raconter, mais je vais m'attarder là-dessus, sauf que je vais, en guise de conclusion, vous donner quelques conseils de lecture sur des ouvrages qui pourront vous permettre d'aller plus loin dans cette réflexion-là sur le rôle des stéréotypes et l'assignation des individus à des catégories à la fois à l'intersection de nations, de races, de classes, mais aussi de sexualité. Et alors, pour les anglophones, vous avez 2 livres en anglais, mais pour les francophones, vous avez le livre que je vous recommande très vivement, Lesbiennes de l'immigration, de Salima Amari, qui explore comment les femmes françaises ou primo-immigrantes de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc font face aux stéréotypes à la fois de l'arabe, mais aussi de la lesbienne et cette impossibilité d'être à la fois lesbienne ou arabe en France. Donc voilà, je vous remercie.